Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds. Dans ce premier épisode, je voulais vous expliquer de quoi ça va parler, la tête aux pieds. Chacun à notre niveau, nous faisons face à des problématiques, et je pense que l'une des clés pour les résoudre, c'est d'établir un rapport plus fluide entre notre corps et notre esprit, d'où la tête aux pieds. Cette relation corps-esprit, elle peut nous aider à être mieux avec nous-mêmes, mieux avec les autres, et pourquoi pas, à changer le monde. Et ça tombe bien, parce qu'il y a vraiment du boulot. Dans un futur proche, j'accueillerai des invités avec qui je discuterai de différents sujets en fonction de leur expérience. Mais dans certains épisodes, surtout au début, je parlerai de mon parcours. Pas seulement parce que je trouve ma petite personne fascinante, mais aussi et surtout parce que je pense que partager mon expérience peut aider les autres. Je m'appelle Adrien Mater, j'ai 35 ans et je suis enseignant et formateur en yoga et en pilates. Il y a quelques mois, j'ai publié aux éditions Le Duc un livre intitulé « Le yoga pour les hommes ». Ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le domaine du corps et du mouvement. J'ai eu la chance de rencontrer des experts dans leur domaine qui ont partagé avec moi un peu de leur savoir. Et ça m'a permis de travailler à l'université, en prison, à l'hôpital, à l'école, en désintoxication. Et j'ai pu donner des cours à des athlètes olympiques comme à des personnes en situation de handicap. En rencontrant ces personnes aux capacités et aux origines très différentes, j'ai vu qu'elles avaient plus en commun que ce qu'on pourrait penser de prime abord, puisqu'elles avaient toutes un corps et un esprit. C'est aussi de ça dont je voudrais parler dans La Tête aux Pieds. Trouver ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Je trouve important de parler de mon parcours parce que c'était pas évident que j'en arrive là. Quand j'étais petit, j'étais obèse et j'étais très mal à l'aise dans mon corps. On m'appelait Pato maladroit et ma mère me dit que j'avais du mal à sauter un trottoir. Bien sûr, je détestais le sport, ce qui est paradoxal puisque bien des années plus tard, moi aussi je suis devenu pro de sport. D'un genre un peu particulier mais quand même. Ce rapport un peu distant avec le corps, il venait aussi du fait que j'ai grandi dans une famille où on privilégiait l'intellect au physique. J'ai été élevé dans l'amour de la connaissance et de la culture, mais aussi un peu avec l'idée que ceux qui gagnaient leur vie avec leur corps le faisaient parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avec leur tête. Savoir des choses, avoir une tête bien faite, c'était un plaisir, mais aussi une nécessité sociale. C'était le moyen d'accéder à des métiers plus rémunérateurs et moins pénibles physiquement. À l'adolescence, les choses ont changé pour moi. À la fin du collège, j'avais perdu du poids, et au lycée, j'ai commencé à pratiquer le Vo, un art martial vietnamien. C'était un art martial traditionnel, c'est-à-dire que c'était pas orienté vers la compétition. C'était une forme de kung-fu très complète, où il y avait du combat, des tao, les enchaînements chorégraphiés, des acrobaties, le maniement des armes, et même une partie de tai chi. Au début, j'allais à l'entraînement juste pour être avec mes potes. Mais petit à petit, je me suis pris au jeu. Pourtant, c'était un défi de pratiquer le Vo, parce que c'est une discipline très exigeante. Elle demande de la force, de l'équilibre, de la souplesse, de la précision, bref, tout ce dont je manquais, parce que jusque-là, en gros, j'avais passé ma vie devant ma télé. Mais il y avait quelque chose qui me plaisait, c'était très différent du sport occidental, très différent de ce que j'avais pu voir en cours de PS par exemple. Parce qu'au travers des mouvements, il y avait aussi une autre vision du monde et de l'individu qui se manifestait. Et ça, je pense que ça répondait à un besoin profond en moi. Un moment où j'avais beaucoup besoin de repères. Un des aspects qui motivait ma pratique, c'est que j'étais fasciné par le maître qui dirigeait l'école. Il s'appelait Thierry Dijou, et il avait consacré sa vie à la pratique et à l'enseignement. Lui-même, il avait appris dès son enfance avec le fondateur du style, Nguyen Duc Mok, qui avait été l'un des pionniers du Vo en France. Thierry, c'était un peu un personnage de film. C'était un tout petit bonhomme, tout sec, pas très impressionnant. Mais c'était un combattant hors pair, un acrobate magnifique, un chorégraphe de génie. On avait l'impression qu'il était capable de tout faire. Et ça, c'est rare. En général, il y a des spécialistes de chaque discipline, mais pas de généralistes aussi doués. Et traditionnellement, au Vietnam, c'était comme ça. Les maîtres de Vo, ils devaient savoir tout faire. Dans l'art martial, mais ils étaient aussi médecins, artistes, généraux, diplomates. C'est comme si avec une seule technique, ils étaient capables de faire plein de choses différentes. Et ça m'a beaucoup influencé. Thierry enseignait de façon traditionnelle. C'est-à-dire que en fait, il n'y avait pas vraiment de pédagogie articulée. Il donnait quelques pistes et ensuite il fallait se débrouiller tout seul.
C'était comme ça au Vietnam, parce que la connaissance de l'art martial, c'était un moyen de survie. Donc il fallait cacher son savoir. On n'expliquait pas tout de suite, c'était un long processus d'intégration. C'est bien parce que ça m'a forcé à fermer ma bouche et à ouvrir mes yeux. Mais c'était aussi assez frustrant moralement et physiquement, parce que moi, je partais de loin. Pato maladroit était pas vraiment taillé pour le veau. Ce qui me plaisait le plus dans la pratique, c'était le combat. J'avais l'impression que c'était là que ça jouait, que c'était là qu'on voyait si la technique fonctionnait. Au début, ça me terrifiait. Mais j'ai persévéré, parce que j'avais l'impression que dans le combat, on n'avait pas le temps de réfléchir et pourtant c'était le plus malin qui gagnait. J'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte d'intelligence intuitive qui était déployée. C'était pas quelque chose d'intellectuel, c'était une union du corps et de l'esprit, une fusion entre l'animal et le spirituel, entre la sauvagerie et la sophistication. Et moi, je voulais trouver ça. C'est comme si savoir combattre, c'était un moyen de me forger une autre façon d'être au monde. Thierry me disait qu'on devait être capable de combattre tout le monde. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de partir en échange 1 an à Vancouver, au Canada. Et donc je l'ai pris au mot. Et là-bas, j'ai fait ce qu'on appelle un mushashugyo, une sorte de pèlerinage martial. En parallèle de mes études, je suis allé dans toutes les salles d'arts martiaux que je trouvais, et j'ai combattu contre tous ceux que je rencontrais. Toujours dans une atmosphère de franche camaraderie. Il ne s'agissait pas de gagner, mais il s'agissait d'apprendre. J'ai combattu contre du Hapkido, de la boxe, du Hungar, du Wing Chun. J'ai fait de l'aïkido aussi. Bref, tout ce que je trouvais. Avec un ami, on a même monté un fight club sur le campus. Tous les dimanches, on se retrouvait avec ceux qui avaient envie de pratiquer. On faisait un cercle et on combattait. Faut vous rappeler que moi, j'étais pas très doué pour tout ça, donc j'ai pris beaucoup plus de coups que j'en ai donné. Et même ceux que je donnais, ils étaient pas toujours bien placés. Et je m'abîmais. Je m'abîmais les chevilles, les genoux, en plus de tous les bourre-pifs que je prenais dans la tête. Mais à l'époque, j'étais jeune. Je faisais une sieste, je prenais un bain, et je me sentais prêt pour retourner à l'entraînement. Sauf que j'étais pas du tout guéri, mais ça, je le comprendrai bien plus tard. 2 ans plus tard, en 2008, j'ai eu l'occasion de partir cette fois à Pékin, pour mes études toujours. Et je me suis dit que j'allais faire exactement comme au Canada, que j'allais trouver des professeurs et des adversaires pour progresser. J'ai atterri dans une salle de MMA tenue par 3 Français. C'était bien la peine d'aller jusqu'à Pékin pour pratiquer avec des Français, mais à eux 3, ils devaient avoir plus de 60 ans d'expérience martiale, donc ça valait vraiment le coup. Le MMA, c'est une forme d'arts martiaux moderne qui combine toutes les distances de combat, les frappes, la lutte, le combat au sol. Et eux, ils avaient une pédagogie très différente de celle que j'avais connue jusque-là. Ils expliquaient tout, très clairement, parce qu'il fallait que ça marche bien et vite. Du coup, ça m'a permis de développer une autre vision de l'enseignement et de la pratique. Tout était beaucoup plus clair, beaucoup plus articulé. Et puis, il y avait une chose nouvelle aussi, c'était le combat au sol. Le fait d'être collé à l'autre et en contact avec le sol, ça m'a permis de nourrir une nouvelle sensibilité. Il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de regarder l'autre quand on combattait. Je pouvais fermer les yeux, et juste en étant en contact avec son corps, je pouvais savoir tout ce qu'il allait faire avant qu'il bouge. Je dirais que ça m'a aidé à nourrir une nouvelle sensorialité, qui m'a été très utile par la suite et qui est un petit peu devenue la base de mon travail actuel. Donc c'était merveilleux ces entraînements, mais c'était aussi un peu brutal. Un jour, je me suis fait arracher la nuque par un camarade, parce que je défendais contre un étranglement, et lui, il a tiré ma tête en arrière de toutes ses forces, jusqu'à ce que ça craque. Du coup, j'avais les cervicales déglinguées, et ça s'est ajouté à une liste de blessures qui commençait à s'allonger. J'avais mal au coude, j'avais mal au dos, j'avais mal aux hanches. Quand je suis rentré en France, on m'a diagnostiqué de l'arthrose de hanche et une discopathie lombaire. Donc, ma posture de guerrier, ça m'avait façonné un corps de grand-père un peu. Et à 25 ans, j'avais du mal à marcher. Heureusement, j'ai rencontré un autre maître de voix, qui s'appelait Olivier Barbet, et lui, il avait suivi un peu le même parcours, en 10 fois plus fort. Après une pratique acharnée, c'était devenu un super guerrier. Mais il avait fini par se bousiller le dos et atterrir dans une chaise roulante. Il avait évité l'opération et réussi à se remettre sur pied grâce au tai chi et au qigong. Donc j'ai eu la chance de pratiquer avec lui, et de découvrir qu'en fait, durant ces 10 premières années de pratique, j'avais pratiqué de façon mécanique, mais je ne sentais pas les mouvements que je faisais. Et c'est comme si je rentrais dans une autre phase de mon étude du mouvement, où grâce à la sensorialité que j'avais commencé à développer en Chine, j'ai réussi à mieux sentir mon corps, à mieux sentir mon souffle, et comment les deux pouvaient travailler ensemble. Ça m'a permis de commencer à me réparer, de soulager un peu mes douleurs, et surtout de retrouver le plaisir de bouger d'une autre façon, beaucoup plus fluide et beaucoup plus détendue. Je commençais à comprendre qu'il y avait une façon beaucoup plus subtile de bouger.
Olivier me disait par exemple, moi, je peux mettre n'importe quelle partie de mon corps en feu. On passait longtemps dans des postures statiques de Qigong, immobiles comme des statues. À la fin du cours, moi mon t-shirt il était aussi sec qu'au début, mais lui il ruisselait de sueur, comme s'il venait de courir un marathon. Comme si quelque part, l'immobilité recelait beaucoup plus de puissance que l'agitation. Cette découverte d'un mouvement plus subtil, très en lien avec la respiration, ça m'a donc mis sur un nouveau chemin dans ma pratique. Depuis de nombreuses années, j'avais envie de me professionnaliser, de faire du veau mon métier. Mais c'était compliqué de gagner sa vie correctement grâce à l'enseignement. Et puis moi j'avais un parcours universitaire, j'avais des opportunités, et dans mon entourage on me dissuadait, on me disait qu'il fallait que je trouve un vrai travail. Malgré tout, j'ai décidé de franchir le pas et de devenir éducateur sportif. Il n'y avait pas de diplôme officiel pour le veau, il fallait que j'obtienne un diplôme dans les métiers de la forme. Je vous passe les détails administratifs, mais ça me donnait une équivalence qui me permettait après d'enseigner les arts martiaux. J'ai passé 1 an en formation à étudier le fitness et la musculation. C'était difficile, très difficile pour moi. Parce que c'était des codes que je connaissais pas et des mouvements qui me plaisaient pas forcément. Le plus dur, c'était de bouger en rythme sur la musique. Ça, c'était impossible pour moi. Donc c'était une année de souffrance, peut-être même encore plus que quand je me faisais péter la nuque à Pékin. Mais par contre, pendant cette année-là, j'ai découvert l'anatomie. Et ça a été une révélation. En découvrant les mécanismes du corps, j'ai compris comment je m'étais blessé, comment je pouvais éviter que ça empire, et peut-être même comment ça pouvait s'améliorer. Grâce à la compréhension du corps et de ses mécanismes, l'entraînement est devenu moins mystérieux, et ça aussi ça a été un grand pas dans ma pratique. D'un côté, grâce à ce que j'avais fait avec Olivier, j'avais développé une autre conscience du mouvement. Et de l'autre côté, grâce à cette étude intellectuelle de l'entraînement et de la pratique, j'avais acquis aussi une vision beaucoup plus claire de ce qui était possible. Une fois mon diplôme en poche, j'ai commencé à travailler dans des salles de sport. Et là, j'ai découvert le Pilates, auquel je suis allé me former au Centre Line, à Paris. Ça me plaisait beaucoup plus que le fitness, parce qu'il y avait une notion d'habileté, de conscience du corps qui était très proche des arts martiaux finalement. Et puis, comme le Pilates, c'est une discipline qui est beaucoup basée sur l'alignement, sur une certaine justesse anatomique, il fallait que j'utilise les connaissances que j'avais acquises l'année d'avant. Un autre aspect, c'était que dans mon groupe, j'étais le seul garçon, et que toutes les autres filles étaient danseuses. C'était un vrai défi physique. Quand il fallait lever la jambe vers le ciel, c'était très compliqué pour moi. Mais je me suis accroché, j'ai progressé, et ça m'a permis de guérir beaucoup de blessures, de délier mes hanches, de libérer mon dos, de soulager ma colonne, et d'approfondir encore cette démarche dans le mouvement conscient, de progresser encore plus dans l'union du corps et de l'esprit. Parce qu'il y avait une attention permanente portée à la façon dont on bougeait, et c'était en quelque sorte une exploration anatomique perpétuelle. Travailler au Centre Line avec Martin Curtis Hawkes, Greg Montéan et Kelly Moriarty, c'était aussi une ouverture sur beaucoup de disciplines corps-esprit, disons. J'ai découvert le Feldenkrais, la gyrotonique, le rolfing, le body-mind centering. Je suis allé prendre des cours de danse, donc ça a beaucoup enrichi ma vision de la pratique. Ça m'a ouvert l'esprit et quelque part ça m'a aussi un peu éloigné des arts martiaux. J'étais bombardé en permanence d'informations et je voyais des gens enseigner d'une façon très différente de ce que j'avais connu. Cette méthodologie traditionnelle du veau, elle me semblait atteindre certaines limites. Et puis, j'en avais marre de me faire taper dessus. Quasiment au même moment, j'ai découvert le yoga. Je suis allé à un cours un peu par curiosité puisque j'étais en pleine phase d'exploration. Et j'ai vu que Kamel Boukir, un de mes anciens camarades de veau, donnait des cours dans une salle d'arts martiaux justement, à Fushan-kun. J'y suis allé sans trop savoir à quoi m'attendre, et au bout d'1 quart d'heure, j'étais en nage. Rarement j'avais bougé comme ça. Il y avait une diversité de mouvements et de postures qui me rappelaient à la fois le breakdance, le jiu-jitsu brésilien, le parcours, parce qu'il y avait des sauts, on se déplaçait sur le tapis. Et c'était très difficile pour moi, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu que juste sur un tapis, sans matériel, on pouvait travailler d'une façon quasiment infinie. Que non seulement c'était bien parce que ça soulageait mes blessures, mais aussi que ça permettait de trouver une liberté gestuelle qui après pouvait se transférer n'importe où, et notamment dans les arts martiaux. Alors là aussi, j'ai eu envie de me former, et j'ai découvert un autre univers. Moi, je venais d'un monde où, pour devenir prof, il fallait 200 mois. Mais là, il fallait 200 heures, et le seul prérequis, c'était de payer comptant les frais d'inscription.
Pendant ma formation, pareil, on était 3 hommes pour 40 femmes, et la pratique, c'était un vrai défi pour moi. J'ai eu l'impression de passer dans une machine à laver. C'était en plein été, les cours duraient 3 heures, et moi, c'est comme si je découvrais tout un nouveau répertoire gestuel. À la fin, au moment de la relaxation, j'étais tellement rincé que je m'écroulais, et je pense que mes ronflements ont dû beaucoup déranger mes camarades. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec cette double casquette, yoga et pilates. Ça m'a permis de travailler avec des gens très différents, des athlètes, des danseurs, des circassiens, mais aussi avec des personnes qui avaient des lombalgies, des fibromyalgies, des prothèses de hanches. J'ai accompagné des femmes enceintes. En parallèle, je continuais ma pratique, mais dans le yoga, par exemple, je trouvais jamais vraiment ce qui me convenait. Il y avait trop souvent soit une méconnaissance du corps, soit des discours dogmatiques qui me rappelaient mes mauvaises années d'arts martiaux. Ma vision du yoga a un peu changé le jour où j'ai rencontré Simon Park. C'était à une retraite en Savoie, au milieu des montagnes, et j'ai découvert son style, le Liquid Flow, et c'est comme si c'était une synthèse de tout ce que j'avais fait jusque-là. Il y avait du yoga classique, mais aussi du tai chi, de la danse, il y avait une vraie conscience anatomique, et aussi un usage de la musique qui m'a vraiment séduit. Ça m'a aidé à comprendre que je pouvais enseigner le yoga de la façon qui me plaisait, en intégrant le fruit de mes expériences et mes connaissances. Une autre pratique qui m'a aidé à forger mon style, c'est le yin yoga, que j'ai découvert avec Oriane Campion et Biff Mithofer. Le yin yoga, c'est une pratique très douce, très profonde. On est souvent au sol et on utilise beaucoup de matériel pour soutenir le corps et faciliter la posture. C'est un peu comme s'il avait fallu que je m'agite dans tous les sens pendant de nombreuses années pour être capable enfin de rester immobile. C'était un peu une forme de méditation qui m'a aidé à travailler encore plus en profondeur dans mon corps, à libérer les tissus, dans mes hanches et dans mon dos notamment, mais aussi de voir comment les émotions, les contenus psychiques étaient emmagasinés dans le corps et pouvaient bloquer son fonctionnement. Et puis enfin, j'ai découvert le Yoga Nidra, grâce à l'école de Micheline Flack. Le Yoga Nidra, c'est une pratique basée sur l'installation d'une relaxation profonde qui permet d'aller travailler en profondeur dans le mental. On utilise des symboles, des visualisations pour dépasser des croyances limitantes, pour fixer des objectifs. Et donc on se sert de la détente physique pour aller créer de l'espace psychique. Donc après tout ça, la boucle était en quelque sorte bouclée. J'étais parti d'une enfance passée beaucoup dans ma tête, vers une adolescence et une vie de jeune adulte, dans l'effort physique intense. Un peu plus tard, vers plus de conscience du corps et du mouvement, pour finir par une pratique qui était, à nouveau, axée sur le mental. Mais tout ça, tout ce voyage, c'était comme un processus d'intégration du corps, des émotions, des pensées. Et c'est un peu comme en mathématiques. On dit que le tout dépasse la somme des parties. Cette aventure, ça m'a permis de me développer personnellement, de changer ma façon d'être avec moi-même, avec les autres, et puis de gagner ma vie grâce à ma passion. Et ça, c'est précieux. Et puis cette aventure, ça m'a permis de comprendre que j'étais pas obligé de combattre pour être heureux. Je pouvais aussi œuvrer. C'est un nouveau pan de ma vie qui s'ouvre, puisque récemment j'ai écrit un livre. Aujourd'hui, je fais ce podcast avec vous. Et puis demain, je continuerai à écrire. Je partagerai mon point de vue avec vous sur les réseaux sociaux, par exemple, en créant du contenu. Et puis, il y a par le travail du corps, par l'alliance du corps et de l'esprit, une capacité d'expressivité qui se développe. C'est vraiment un chemin qui permet de développer à la fois la qualité de présence et la qualité de relation. Mais finalement, même si ça a pris plein de formes différentes, je reste fidèle à cette idée que j'ai découvert au VO, que grâce à une technique, on pouvait faire 1000 choses différentes. Et aujourd'hui, si j'ai envie de me dégourdir les jambes, soit je vais faire du kickboxing, soit je vais faire de la danse contemporaine. Et tous les jours, je travaille pour que ça circule de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.